Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Anguin-les-Bains. Bienvenue, on est réunis aujourd'hui pour voir The Smashing Machine, un film assez étonnant comme vous allez le voir, on aura l'occasion d'en discuter après. C'est un film de Benny Safdie, alors peut-être que certains le connaissent, d'autres non. Il a longtemps été identifié au sein d'un duo qu'il formait avec son propre frère, Joshua Safdie, dit Josh. On les appelait les frères Safdie, ils faisaient partie de ces fratries comme les frères Cohen, il y en a d'autres, les frères Maisels, les frères Quay, il y en a plein dans l'histoire du cinéma, qui faisaient du cinéma à deux, qui ont commencé à tourner des courts-métrages au début des années 2000. Ce sont deux New-Yorkais, ils font partie de cet écosystème new-yorkais qui a longtemps été aux États-Unis une sorte de contre-modèle à Hollywood, à Californie, Los Angeles, etc. Le cinéma très constitué, structuré en studio. Et puis l'autre pôle, celui de la côte Est, par opposition à la côte Ouest, c'était le cinéma indépendant new-yorkais, un peu pur et dur, celui de John Cassavetes et compagnie. Ils viennent de là. Ils ont commencé à tourner, ils sont nés dans les années 80, ils sont originaires du quartier du Queens, et ils ont commencé à tourner des courts-métrages au début des années 2000. Ils sont passés au long à la fin des années 2000, avec The Pleasure of Being Robbed, qui était passé à la quinzaine des réalisateurs, je crois en 2008, qui était réalisé plus spécifiquement par Joshua. Et puis, ils ont très vite été repérés par toute une série de films, comme Lenny and the Kids, Good Time, qui était en compétition à Cannes, plus récemment Uncut Gems, qui lui était passé sur Netflix. Ils sont montés en puissance. L'histoire entre Hollywood, la côte ouest, et New York, la côte est, c'est pas seulement une opposition, c'est aussi le fait que la marge que représente New York vient alimenter le centre hollywoodien, et que c'est un peu une pépinière aussi qui donne des futurs grands cinéastes. Et voilà, eux, ils ont monté les échelons, très intéressés par des motifs de dérive new-yorkaise, de personnages en rupture, de personnages avec lesquels la mise en scène était en adéquation totale pour suivre un peu leur dérive, et le côté borderline et à limite de ces personnages. Il y avait le père de Lenny and the Kids qui devait garder ses enfants un week-end, et c'était un chaos total parce qu'il n'arrivait pas à gérer la situation. Il y avait les petits trafiquants de Good Times qui, pareil, après un casse, étaient lancé dans une dérive new-yorkaise nocturne, et puis le parieur de Uncut Gems qui était lui lancé dans une sorte d'arnaque aux bijoux dans le New York des diamantaires, et qui leurs films sont toujours comme des cocottes minutes, des choses des personnages qui sont toujours au bord de l'implosion et lancés dans des arnaques, des combines dont ils perdent petit à petit le contrôle. C'est un peu ça le cinéma des frères Safdie, un cinéma très caméra à l'épaule, très embarqué, avec un chef opérateur avec lequel ils ont longtemps travaillé, qui s'appelle Sean Price Williams, qui est un peu au centre de cette mouvance new-yorkaise qu'on a appelée au début des années 2000 jusque dans les années 2010 le do-it-yourself, c'est-à-dire le cinéma un petit peu fait main, bricolé comme ça entre amis, avec un petit groupe très soudé. Ils ont travaillé autour d'un scénariste qui s'appelle Ronald Bronstein, qui a réalisé un film, Frownland, qui a beaucoup marqué cette mouvance-là, et c'est un personnage moins connu. Il est un peu aussi au centre de tout ce petit groupe. Les frères Safdie ont travaillé ensemble pendant presque 10 ans, et puis là, dernièrement, ils se sont indépendantisés, chacun suit son chemin. Ils ont accédé petit à petit à des productions plus importantes, et alors que Joshua est parti tourner Marty Supreme avec Timothée Chalamet, qu'on attend pour février 2026, dans pas longtemps, on découvre le premier long métrage en solo de Benny, The Smashing Machine, un film assez étonnant et qui revient sur une période, pareil, fin des années 90,
où s'invente ce sport de combat syncrétique qui mélange, qui est un agrégat d'autres sports de combat qu'on appelle la MMA, à travers une figure qui a vraiment existé. Voilà, c'est une sorte de biopic sportif, si on veut bien, à travers un lutteur qu'on va découvrir à la fois très puissant sur le ring et en même temps d'une étrange douceur, d'une douceur suspecte à la maison, et qui... comme Benny semble avoir voulu le travailler dans ce film, est une existence complètement spectaculaire, une existence tournée vers l'image, vers les projecteurs, vers les spots. Et ce film creuse cette question, qu'est-ce que c'est que cette ère qu'on habite aujourd'hui, qui est l'ère médiatique, qui crée ces espèces de créatures à la fois homme et image, homme et représentation, et c'est ce qui intéresse, je pense, Benny dans ce personnage. Donc le film mélange beaucoup d'influences, on y reviendra. Bon, il y a celle des grands films sportifs à la Raging Bull, il y a tout un imaginaire qui peut être aussi celui de la télévision, cette télévision qui a dans cette période inventé la télé-réalité et filmé aussi beaucoup de créatures spectaculaires comme Ozzy Osbourne, que sais-je, les Kardashians, etc. Et il y a un film qui va essayer de retrouver la texture de ces années-là, cette espèce d'imaginaire à la fois cinématographique et populaire et un peu trash qui est celui de la télé, et travailler comme ça une forme assez hybride. Le film est produit par une maison de production très en vue dans l'indépendance américaine qui s'appelle A24, qui donne un peu le là aujourd'hui dans tout ce qui... Bon, ça fait quelques années maintenant qu'ils opèrent. C'est d'ailleurs une maison de distribution plus que de production, qui entre en production dans la préparation des films, mais qui a quand même fait régner une esthétique assez novatrice, assez audacieuse, qui est aujourd'hui une sorte de label pour les jeunes cinéastes originaux, en tout cas qui essaient de faire résonner un nouveau ton à Hollywood. Donc je vous propose qu'on regarde le film tous ensemble. Une fois que ça se termine, je vous en donne une petite lecture, des propositions, des pistes, et puis après, le micro circule et on en discute tous ensemble, parce que je pense que c'est un film assez étonnant, assez original, qui a une utilisation de la musique que je trouve très forte, moi, pour le coup, et je pense qu'il y aura plein de motifs de discussion. Voilà, bon film, à tout à l'heure, et voilà, amusez-vous bien. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Déjà, juste préciser que le film a été très mal reçu. Il a été présenté en septembre à la Mostra de Venise et il n'a pas eu un très bon accueil au festival relativement. Et puis, mais ensuite, dans la presse et au niveau de l'accueil du public, l'accueil n'est pas très bon. Bon, il a quelques défenseurs, dont moi. Voilà, je trouve le film très beau, assez étonnant, très classique dans la façon dont il raconte les choses, puisque c'est une forme de récit sportif qu'on connaît bien, qui a les étapes d'un récit sportif, d'un biopic sportif, comme on en a vu beaucoup. On pourrait penser à Ali de Michael Mann, à plein de choses en fait, des portraits de sportifs comme ça. Le cinéma en a fait beaucoup, à la fois très classique et en même temps très singulier. C'est cette singularité, cette originalité que je vais essayer de creuser un petit peu, enfin en tout cas cet équilibre entre ce qui peut paraître battu et ce qui pourtant finit par émouvoir dans le film, je trouve, je pense, et ce qui étonne. Donc, on sait que la biographie de personnages comme ça, c'est très à la mode dans le cinéma actuellement. Le biopic, c'est un des genres encore forts aujourd'hui au cinéma, dans le sens où il attire beaucoup l'attention du public, il attire beaucoup de spectateurs. Bon, là, c'est le biopic, la biographie d'un personnage qui n'est pas connu, hein, comme on le voit à la fin. Mark Kurz a été un champion, mais un pionnier
de cette pratique, de ce sport, la MMA, qui n'a pas beaucoup été filmé au cinéma, qui est plutôt le mixed martial arts. Voilà, il y a ce personnage qu'on va essayer de réhabiliter par la fiction. Le sport et le cinéma, c'est une longue histoire. Pourquoi filmer un sport? Comment filmer un sport? Ici, cette fameuse MMA, ce sport de combat qui mélange, qui réunit sur l'arène tous les sports de combat possibles, qui est une sorte à la fois de trucs très brutal, assez rude, très violent, qui s'est imposé à travers de nombreuses polémiques, visiblement, comme on le comprend un peu dans le film, dont les règles ont évolué, un peu changé au fil du temps. Filmer un sport de combat, il y a eu beaucoup de films de boxe dans l'histoire du cinéma, mais qu'est-ce que peut apporter le cinéma, puisqu'il semblerait que le cinéma est toujours en retard par rapport à ce qui fait l'excitation d'un sport, la beauté de voir un sport en direct, un sport retransmis en direct, c'est justement le direct, le fait que quand on regarde un match de combat, un match de foot ou quoi que ce soit, il y a eu des films sur le foot, ça n'a jamais été à la hauteur parce qu'il n'y a pas cette dimension de ce qui se joue en live, en fait, en direct entre des performeurs, des sportifs ou des courses. Voilà. Le cinéma, il vient toujours après, la fiction, elle est toujours préparée, elle est toujours fomentée à l'avance. Donc, par rapport à un affrontement qui pourrait avoir lieu en direct et ce qu'on raconte par la fiction, il y a toujours ce temps du différé qui fait que le cinéma vient toujours trop tard, finalement. Il vient toujours après, et que le rapport au sport est toujours compliqué. C'est difficile à mettre en scène, c'est difficile à aborder. Et ici, bien évidemment, on voit que le but de Benny Safdie n'est pas de jouer sur ce que c'est qu'un match, la durée du match, la chair même de l'affrontement, le basculement dans le... Voilà, c'est pas cette dramaturgie-là qui va l'intéresser, c'est pas de décortiquer un match, de faire jouer un suspense à l'intérieur du match. C'est autre chose, c'est d'infiltrer... un espace, une conscience qui est celle de ce personnage. Qu'est-ce que c'est que ce drôle de personnage de Mark Kerr? Qui est-il déjà? On a dit qu'il s'agissait de le réhabiliter et ensuite, en tout cas de faire connaître un petit peu plus qui il était par la fiction. La fiction permet de raconter un peu son histoire qui n'est pas très différente de celle de beaucoup de sportifs, mais qui est un peu... justement l'envers de la gloire, une de ces figures de pionniers qui ont inventé, fait émerger un sport et qui n'en récoltera pas les fruits du succès, la fortune, etc. Un perdant magnifique, on pourrait dire quelque part, un petit peu comme ça fait penser à un film qui n'est pas très connu des frères Safdie qu'ils avaient tourné auparavant, qui s'appelle Lenny Cook, qui était sur un basketteur qui avait frôlé comme ça une carrière en NBA et puis qui n'avait pas réussi à monter dans le train, à faire une carrière brillante, etc. Et il l'avait filmé, il s'était intéressé à lui. Et c'est comme ça une de ces figures de sportifs qui reste un petit peu sur le côté de l'histoire, dans les coulisses de l'histoire, que Benny Safdie reproduit ici avec ce pionnier de la MMA. Donc c'est ça que le cinéma peut apporter, c'est justement ce revers, cet autre côté de la gloire médiatique, des spots, des caméras, de ce qui peut faire la gloire d'un sport. C'est dans cet interstice-là qu'ils vont, que Benny tout seul va filmer. Donc ça, c'est une chose qui est assez intéressante, je trouve. C'est un parti pris. Et donc, s'il ne s'agit pas de filmer la dramaturgie du sport en question, de se mesurer à ce sport, de vouloir faire une mise en scène qui serait supérieure à ce sport ou qui apporterait autre chose, puisque, comme on l'a dit, un sport
un match qui a lieu en live est toujours plus intéressant que sa reconstitution par la fiction systématiquement. Qu'est-ce qu'il va falloir montrer ? À quoi le film va s'attacher ? Alors c'est très intéressant parce qu'on en a une sorte d'aperçu dès les premières minutes en fait. Vous aurez remarqué que les toutes premières minutes du film, bon, ce sont de fausses archives vidéo avec une image très télé, voilà, de la vidéo quasiment d'époque qui a été dont la texture a été reconstituée pour le film, qui figure un match, un des premiers matchs à Sao Paulo au Brésil de ce marqueur, qui est comme filmé à la télé, quoi. Et très doucement, on va basculer de ce grain brut de la vidéo ou de l'image télé à ce qui est l'image du film, l'image du cinéma. On va basculer sur le grain. Le grain pellicule, je ne me suis pas renseigné là-dessus, mais je crois que le film a dû être tourné en pellicule, ça, ce qu'on repère un petit peu à l'image. C'est sous caution, à vérifier. Mais voilà, on va basculer de cette image brute à l'image du film lui-même, quelque part d'un sport filmé tel que de la captation télévisée à la fiction. C'est vraiment le début du film. Et on va découvrir donc ce personnage qui est la Smashing Machine, comme le veut le titre, donc une machine à frapper, quoi, une machine à détruire, si on veut bien, qui est joué par Dwayne Johnson, une sorte de colosse d'Hollywood qui a fait beaucoup de films spectaculaires, de blockbusters, etc. Une sorte de catcheur, de catcheur reconverti au cinéma, de lutteur reconverti au cinéma. Le film va raconter d'ailleurs en filigrane ce qu'ont été les prémices de ce sport, c'est-à-dire des gens qui viennent du catch, qui se reconvertissent là-dedans, qui viennent aussi des années 80. À un moment, le nom de Ronald Reagan est cité, et qui vont former ce nouveau sport qui d'abord ne peut pas vraiment se tenir aux États-Unis, donc qui est joué au Japon. Voilà, donc on a comme ça quelques étapes aussi sur les règles qui évoluent, les coups qu'on a le droit de porter ou pas le droit de porter, donc quelque chose qui commence un petit peu au Far West, dans une sorte d'anarchie indistincte, et puis qui va se constituer de plus en plus, qui va se former, qui va se modeler, etc. Et donc dès le début, Marker est cette machine qui semble frapper, surpuissante, une sorte de colosse formidable, invincible, puisque qui n'a jamais connu la défaite, il frappe ses adversaires, etc. Il est une sorte de demi-dieu, quoi, de surhomme. Et en même temps, ce qui est très frappant dès le début du film, ça va être à quel point Benny Safdie aborde cette force sous l'angle de la douceur. Alors ça, c'est très étonnant. C'est une des premières surprises du film pour moi, c'est que ça pourrait être un personnage dévoré par des pulsions sauvages ou une espèce de colère intérieure, etc. C'est pas exactement ce qu'il va décrire. Au contraire, dès le premier combat où on découvre le personnage, on le trouve très prévenant envers son adversaire. Il vient de le détruire au sol par une série de coups assez violents, et en même temps, il s'enquiert de savoir s'il va bien, s'il tient debout. Il est presque là à s'excuser. Il est extrêmement prévenant. Ensuite, on le retrouvera chez le médecin expliquant à une une patiente, pourquoi il a ses marques au visage, qu'est-ce que c'est que ce sport qu'il pratique. Il y a une sorte de civilité comme ça, de douceur, et on a l'impression que dans ce qu'il décrit, sa stature de meilleur de sa discipline, d'une discipline qui n'existe pas encore ou qui ne s'est pas encore imposée, c'est une quête de sérénité, une quête de béatitude. Il décrit le sentiment de la victoire comme une sorte d'extase, en quelque sorte, presque une sorte de moine zen qui serait dans son sport comme au nirvana, en quelque sorte. Il plane, il est détaché comme ça des réalités terrestres. Et on va voir que, évidemment, sous cet état de béatitude, il y a bien d'autres choses qui travaillent, et notamment ses relations difficiles avec sa compagne, qui sont un ferment d'instabilité, quelque chose qui le
qui le font déchoir systématiquement de cette aspiration à la plénitude et à la sérénité, qui le ramène comme ça à de l'angoisse et à de la crispation. Et puis, voilà, tout simplement, il y a un moment déclencheur dans le film qui est très intéressant, c'est quand il fait une interview avec un journaliste japonais, et ce journaliste japonais lui pose une sorte de question fatidique dont on a l'impression que c'est celle qui va le faire chuter de son piédestal. Et il lui délivre le mot échec, il lui parle d'échec. Qu'est-ce que ça vous ferait si vous deviez échouer à ce tournoi ? On a l'impression que Marc ne peut pas répondre, qu'il n'a jamais abordé cette question-là, et que simple fait de prononcer le mot échec va amener, voilà, l'échec, cette perspective va amener l'échec dans son parcours. Il va rater un match, etc. Il y a ça, il y a aussi le fait que demi-dieu sur son piédestal, homme aspirant à la plénitude, on se rend compte que derrière ça, derrière des matchs aussi violents, le corps en caisse, et il y a évidemment la question de la drogue qui est emmenée dans le film. Évidemment, Marc consomme des opioïdes, des antidouleurs, quoi. Il est accro aux antidouleurs, et c'est une dimension aussi qui sera à prendre en compte. On va voir comment. Mais le plus important, je trouve, et ce qui pour moi est vraiment le cœur du film, et ce qui fait l'intérêt de ce personnage et de cette petite société qu'il y a autour de lui, d'entraîneurs, de partenaires, amis, qui sont aussi potentiellement des adversaires. Il y a, on l'a dit un petit peu, une façon de traiter la rivalité dans le sport qui est ici une sorte d'amitié, de camaraderie, de civilité générale, et c'est assez intéressant. On n'est pas du tout dans la surconflictualité qu'avait construite Hollywood avec des films comme Rocky, etc. Où, voilà, c'est l'opposition, la frontalité, la divergence qui était caractérisée, alors qu'ici on décrit un petit milieu, un milieu qui est toujours le même en fait, de gens qui se rencontrent systématiquement sur tous les tournois au Japon, et qui se connaissent et qui se fréquentent, etc. Donc c'est assez intéressant comment le cliché est renversé là-dessus. Mais j'en venais à cet élément le plus important pour moi, c'est-à-dire que la MMA, pour Beni Safdie, est un univers assez restreint, un petit monde en quelque sorte, qui est un petit monde spectaculaire, médiatique. C'est-à-dire que le ring déjà, ou l'octogone, ou ce que vous voulez, c'est une sorte de scène de théâtre, on le sait bien, ça c'est un cliché de le dire, mais c'est bien de le rappeler, qui est au centre des projecteurs, sur lequel la lumière est braquée, et où les participants, les combattants, montent dessus comme sur une sorte de scène de théâtre, voilà, ils sont filmés, et le film à plusieurs reprises nous rappelle qu'ils sont filmés par des télévisions, des images, des caméras qui sont présentes, etc. On voit les spots. Ils sont dans une zone de survisibilité, de surluminosité, et évidemment, ce sont des créatures spectaculaires. Et on va voir à quel point ils le sont au-delà du ring même, simplement par le corps de Dwayne Johnson. Il y a une dimension du corps dans le film qui est extrêmement intéressante, je trouve. Dwayne Johnson, qui joue Mark Kerr, est une sorte je dirais, de monstre, entre guillemets, au sens de quasiment les monstres, ces créatures qu'on voit simplement parce qu'ils ont un corps hors norme, ici un corps très bodybuildé, bien au-delà des normes habituelles ou même des autres acteurs. Il a une corporalité saillante, des muscles. La caméra est très intéressée par ce drôle de corps, ce corps qui sort des standards, et on voit qu'il lui caresse le dos, il aime bien le filmer dans des environnements un peu normaux, à la salle de sport, au supermarché ou chez le médecin, etc. Parce que qu'il sort des sièges normaux, ou il déborde un petit peu de partout, quoi. Comme son camarade, entraîneur et futur rival Coleman, qui est un acteur dont je ne connais pas le nom, qu'on a vu à droite à gauche dans quelques films. Là, c'est pareil, il faudra se renseigner. Mais qui est aussi un faciès assez étonnant. Enfin, c'est
Voilà, on voit qu'il a un vrai visage de lutteur et sans doute catcheur, un vrai catcheur. Et voilà, donc il y a une façon de filmer ses physiques et de faire le pari qu'ils sont de toute façon intéressants, qu'ils sont cinégéniques, qu'ils appellent comme ça quelque chose de la caméra et qu'on est fasciné évidemment par voir un petit peu ces corps hors normes, disproportionnés dans l'image. Mais des corps qui intègrent eux-mêmes le fait d'être une image. La vie de Mark Kerr, telle qu'interprétée par Dwayne Johnson, c'est d'être une image, c'est de proposer une image de combattant féroce, une image de combattant indestructible, c'est de se construire cette image en allant à la salle de sport et en faisant des exercices, c'est d'être vraiment une image. Il y a un moment, il y a une scène juste avant un des combats finaux dans le dernier tournoi Pride au Japon, où Coleman et Kerr feuillettent l'espèce de programme ou de magazine où il y a des photos d'eux-mêmes et on voit bien à quel point là t'as vu la tête que t'as, et là t'es juste avant de donner un kick, on voit bien à quel point c'est ça finalement l'apogée de ce qu'ils font, c'est d'être transformés en image, c'est d'être eux-mêmes l'image de quelque chose, l'image de leur sport, l'image de la victoire, ou que sais-je. Donc, ce que le film dessine à travers son personnage, c'est une espèce d'existence intégralement médiatique qui est concentrée sur le ring, mais qui déborde aussi le ring, qui se transporte à l'extérieur, qui est dans la vie de tous les jours. Et même à la maison, face à sa compagne, à sa petite amie Dawn, qui est jouée par Emily Blunt, c'est souvent des scènes de discorde, de disputes, d'ailleurs qui sont toujours qui débordent les scènes de disputes habituelles, puisque quand Mark Kerr s'énerve, il casse les portes, quoi, et c'est vraiment ça. Voilà, c'est toujours un peu disproportionné dans toutes les dimensions du film, mais évidemment, le couple est lui-même assez disparate, puisque il y a des dimensions une certaine vulgarité américaine, si je puis dire, entre les deux, voilà, un truc un peu nouveau riche comme ça qui se dessine, qui n'est pas du tout critiqué ou satirisé par le film, mais qui est traité à hauteur de ce qu'est l'existence de ces personnages, quelque part. Et même ces scènes de dispute, elles ont quelque chose d'une télé-réalité, voilà, c'est presque des scènes de confession intime ou je ne sais quelle émission qui poursuit et sans doute des scènes qui se passent comme ça dans la réalité. On ne doute pas une seule seconde, le film n'a aucune ironie par rapport à ça. Mais c'est simplement que l'existence d'un tel personnage ne peut être que spectaculaire. C'est comme s'il était filmé en permanence. Et c'est ce doute qu'induit la présence de la caméra, je trouve, dans toutes les scènes, y compris les scènes intimes. C'est que quand on a un corps pareil, quand on est un lutteur et quand on se bat pour une sorte de victoire probablement fantasmatique, toute l'existence est tournée vers une sorte de caméra imaginaire qui serait braquée vers soi. Et c'est en cela que le film, moi, me passionne, c'est que voilà, on se dit qu'est-ce que c'est qu'un être qui est entièrement tourné vers le spectacle, vers la représentation, qui est surdéterminé par ce moment où il va devoir se mettre en scène, affronter quelqu'un sur le ring, etc. Et là-dessus, c'est très fort. Et la drogue y participe, évidemment, puisque tout sport de combat fait mal, tout sport de combat blesse, évidemment, pour supporter cette déréalisation. Il n'y a que l'antidouleur qui permet d'effacer une partie de la réalité qu'est la douleur pour pouvoir supporter cette existence spectaculaire. La façon de filmer, elle est assez intéressante aussi, parce qu'on a ici une sorte de filmage presque semi-documentaire, en tout cas au téléobjectif, c'est-à-dire avec une certaine distance, un découpage assez net qui installe en tout cas une forme de fluidité. On a une sorte de flux du récit comme ça qui est très souple, très coulant, ce qui facilite aussi
on parlait d'une forme de récit classique, de récit assez convenu finalement, mais la mise en scène parvient à le rendre extrêmement fluide, ce à quoi participe, j'en avais un petit peu parlé aussi au début, la musique qui est, qui est une sorte un mélange de titres existants et en même temps une composition. Pareil, le nom de la compositrice m'échappe, mais on le retrouvera facilement. C'est une compositrice qui a fait vraiment, je trouve, un très beau travail de couture entre une musique qui joue le rôle de datation, en gros, qui nous rappelle l'époque dans laquelle on est, puis un peu l'univers mental des personnages, et puis une partition jazz, fusion, qui emporte un peu le tout avec ce saxophone comme ça. Qui est assez belle, je trouve, et qui participe de la fluidité générale du film. On a dit qu'il y avait une existence, que le film s'intéressait à cette existence médiatique, spectaculaire, qui était celle de ce personnage. Les décors, ils participent souvent des décors sans fond, des panneaux, des coulisses et des scènes de boxe qui sont faits de sponsors, de marques, d'affichage. C'est un univers assez artificiel finalement auquel on a affaire, qui n'est pas beaucoup dans le réel, ce qui fait justement contraste avec la toute dernière scène où on découvre le vrai Marker, lui pris dans une situation totalement triviale qui est celle de faire ses courses. On a le vrai personnage qui surgit à la place de l'acteur. Mais voilà, il y a la MMA, ça reste quand même cet univers un peu artificiel, je dirais pas de carton-pâte, mais de murs qui semblent pouvoir s'effriter assez facilement, comme Kerr fait tomber les portes chez lui. Quelques éléments, quelques pistes autour du film. Je veux pas non plus être trop long ou trop bavard. J'ai regardé entre-temps sur IMDb, il semblerait que la majeure partie du film ait été tournée en 16 mm. Ah oui, c'est ça. Ce que je trouve très étonnant parce que on arrive quand même à une qualité assez incroyable dans ce format, mais c'est peut-être pour ça que l'image est assez douce en fait finalement en termes de. Voilà. Oui, c'est bien de la pellicule quoi. Oui, vous n'avez pas parlé. Enfin, moi, quelque chose qui m'a marqué pendant tout le film, c'est l'interprétation de Dwayne Johnson, qui est caché derrière un voile, un vrai maquillage. Et alors on reconnaît sa présence physique, mais pas son visage. Et il y a un vrai travail sur la voix. On a du mal à reconnaître sa voix. Quand on connaît ses films, c'est vrai que pour moi, c'est une prestation qui mérite un prix, parce que il est méconnaissable. Bah ouais, il a des prothèses. Alors je sais pas exactement sur quoi ils ont joué pour maquiller un peu son visage. Je pense que c'est pour le faire ressembler au vrai marqueur, j'imagine. Je sais pas je saurais pas expliquer pourquoi. En tout cas, il y a un moment où il se rase les cheveux, où il ressemble un petit peu plus au Dwayne Johnson qu'on connaît, qui a le crâne entièrement rasé en général, et qui, il faut le dire. C'est pas du tout péjoratif ce que je vais dire là. C'est un acteur assez limité qui vient du sport, qui vient du catch, qui vient et qui n'est pas un shakespearien ou il a des dons d'acteur assez limités. Mais là justement, Benny Safdie est peut-être l'un des premiers à le pousser un petit peu au-delà de ce qu'il fait d'habitude et il en tire une forme à la fois de présence très forte, physicalité, etc. Puis d'émotion aussi vers la fin, je trouve qu'il c'est assez beau le parallèle qui est établi entre les deux amis là, dont l'un, Coleman, vient de remporter le prix à la fin, tandis que l'autre a perdu son combat, il pleure sous la douche. Il y a quelque chose de fort qui se noue à ce moment-là. Et quelque chose que je n'ai pas dit, mais que je voulais dire aussi, donc je fais un petit peu le raccord par rapport à ce que je disais précédemment. Je pense que c'est un film sur un beau sujet, qui n'est pas souvent traité ou mal traité au cinéma, c'est la dépression. La dépression, qui est ici celle du sportif, de Mark Kerr, qui est souvent maltraité parce qu'on lui cherche des causes psychologiques profondes dans l'enfance, dans je ne sais quoi, dans ceci. Et là, c'est très beau, je trouve, et c'est vraiment un des films les plus justes sur la dépression, au sens large, parce que la dépression, ça s'explique pas. C'est juste
quelque chose de chimique, une espèce d'atmosphère chimique qui arrive, qui nous emporte, et il y a toujours un mystère autour de ce personnage qui est cette dépression qui l'attire vers l'échec, quoi. Et ça, je trouve ça assez beau. Il y a un moment, une réplique qui est assez savoureuse, je trouve, c'est je crois qu'il a été assommé, je sais plus, enfin on lui demande quel est le président américain, et il dit Ronald Reagan, alors qu'on est dans les années 90. Mais évidemment, parce que lui, il est tellement un corps des années 80, enfin le côté bodybuildé, ça renvoie forcément à Stallone, Schwarzenegger, etc. Totalement. Et ça, c'est assez drôle, parce que comme s'il était resté bloqué dans cette décennie, et aussi dans cette décennie, on sait que c'est un moment en fait où l'Amérique a basculé, enfin un retour du conservatisme, et puis de tout toute la mythologie autour de la compétition, du surpassement des corps, de la force, etc. Et je trouvais que c'était assez intéressant. Et juste dernière chose aussi par rapport au corps de Dwayne Johnson, parce que c'est étonnant quand même ce type, parce qu'il vient du catch effectivement, où il était vraiment déjà une superstar avant de devenir aussi une star de blockbuster hollywoodien, pas très brillant, hein, mais je trouve ça étonnant qu'au moment où il passe dans un cinéma indépendant d'auteur, entre guillemets, en fait finalement il est obligé de se grimer. C'est marrant, parce qu'il y a cette idée il vient d'un monde en fait qui est de la pure simulation, enfin le catch, même Hollywood, et je trouve ça étonnant. Et dans le film, je me disais, cette histoire autour des opioïdes, finalement c'est aussi en fait une manière de supprimer la réalité, hein. Quand il prend ces antidouleurs, en fait, c'est d'enlever l'impact réel, ce que ça produit, de prendre des coups, etc., et de ressentir de la douleur. Donc finalement, c'est quand même quelqu'un qui vit dans... Oui, comme tu disais, toi, tu insistes sur le côté spectaculaire, produire une image, mais psychologiquement, c'est quand même vivre dans une simulation, quoi. Simulation, bien sûr. Oui, et tu fais très bien, et on poursuit, hein, vous inquiétez pas, de parler de Reagan et des années 80. Ça m'avait marqué aussi, parce que les années 80, ce à quoi renvoie Reagan, c'est aussi une décennie d'images, quoi, de multiplication des images, d'assaut, si on veut bien, de déferlante comme ça, de la télévision, de cet imaginaire, qui, je pense, imbibe beaucoup le film. Alors après, il faudrait interroger Benny Safdie, je ne sais pas exactement d'où viennent ses sources et ses inspirations, mais on sent qu'il essaye de retrouver aussi quelque chose, sans doute qu'il a vu à la télé, ou... Je crois qu'il disait qu'il s'inspirait d'émissions de télévision fin 90, je crois. Oui. On sent qu'il y a cette matière impure, ingrate, qui doit aussi faire résonner chez lui une certaine affection d'enfance pour ces drôles de créatures. Récemment vient de mourir un catcheur célèbre qui s'appelait Hulk Hogan, et qui était un républicain convaincu, et puis une espèce de créature pas possible, elle aussi ultra bodybuildée, avec des moustaches blanches longues, enfin une espèce de look incroyable, et qui a été une figure de ces années-là aussi, avec des séries, que sais-je, ça a été décliné sous différents aspects. Et j'ai l'impression qu'il essaye de toucher à quelque chose comme ça. Alors ça mériterait d'être un peu précisé, mais... Alors moi, dans l'ensemble, je vous rejoins sur la défense du film. Je fais partie maintenant des partisans. Deux petites choses. Le premier, c'est sur la prestation de Dwayne Johnson. Alors moi, elle m'a beaucoup plu, mais j'ai l'impression que c'est pas pour les mêmes raisons que ce qui a été évoqué. Parce que moi, j'ai jamais vraiment oublié que c'était Dwayne Johnson, quoi. Moi, j'ai jamais eu ce sentiment que il avait fait justement cette transformation physique où on le reconnaît plus, comme on dit en général pour des prestations d'acteurs un peu caméléons. Au contraire, moi, j'ai un peu le sentiment que là où Benny Safdie a été malin, c'est qu'il est allé chercher Dwayne Johnson en disant « Je ne vais pas te demander d'être ce que tu n'es pas, quoi. Ce qui m'intéresse, c'est justement que tu ailles dans ce que tu as déjà dans ta physicalité, comme vous avez dit, d'être quand même à la base un colosse, d'avoir été un catcheur. Et donc, il y a une partie du vécu qui peut se rejoindre quand même, puisque même dans la simulation,
le catch, ça reste un sport de haut niveau, qui demande beaucoup de sacrifices et une forte physicalité. Et je sais pas, moi j'ai presque vu une approche quasi naturaliste dans le fait que Benny Safdie aille chercher Dwayne Johnson et pas quelqu'un d'autre, quoi. Pas quelqu'un d'autre qui aurait dû vraiment... on aurait eu, je sais pas, Austin Butler qui aurait pris 50 kilos pour pouvoir jouer ce rôle-là, quoi. Ça aurait été autre chose. Ça aurait pas été le même film. Même si effectivement il y a toutes les prothèses et tout, donc effectivement ça m'intéressait à ce niveau-là. Il met quand même des prothèses, mais c'est vrai que avec ces deux entraîneurs là, Coleman et Bass, il y a un naturalisme fort. Enfin, en tout cas, ils jouent. On imagine des personnages proches de ce qu'ils sont dans la vie, quoi. Mais oui. Enfin, c'est assez étrange ce maquillage quand même. Enfin, c'est une créature de cinéma un peu. Créature de cinéma, ouais, tout à fait. Ça, j'abonde et je trouve en effet qu'il en fait autre chose. On reconnaît pour ceux qui ont vu ou qui sont fans de Dwayne Johnson ou qui apprécient ses rôles dans les blockbusters, on le reconnaît, mais il me semble qu'il lui crée quand même une place là dans ce film qu'il n'avait pas eu auparavant. Il est amené à faire un truc un peu plus... On peut penser, par comparaison avec ce qu'avait fait Aronofsky avec Mickey Rourke dans The Wrestler, par exemple. Hein, oui. Il y a des similitudes entre les films. Voilà, donc il lui offre quand même une place dans le cinéma indépendant. C'est pas qu'il l'avait jamais eu auparavant, parce qu'il y a un film qui est jamais sorti en France, mais qui, je pense, est important dans la carrière de Dwayne Johnson. Enfin, même si ça a été un four pas possible, c'était un film de Richard Kelly. Je sais pas si le nom vous dit quelque chose. Ça a été le réalisateur de Donnie Darko. Qui a fait 3 longs métrages et puis s'en va, puisque c'est une carrière vraiment. Donnie Darko avait été un démarrage en trombe. Il était passé pour charnière des années 90-2000 pour un jeune prodige du cinéma américain. Et puis son deuxième long métrage, Southland Tales, avait été un four phénoménal. C'est une sorte de vision d'anticipation paranoïaque sur l'avenir politique des États-Unis, très visionnaire. Ça mériterait de le revoir aujourd'hui. Et c'était porté par Dwayne Johnson, qui jouait dans ce film-là. Déjà un film très ambitieux et un peu à cheval sur l'indépendance, quoi. Et donc il y avait cette interprétation-là. Et The Smashing Machine arrive un peu tardivement pour compléter ce que le cinéma indépendant peut faire de Dwayne Johnson. Mais ça a été un truc, je pense que c'est quelque chose de pas si original que ça, dans le sens où aujourd'hui le cinéma indépendant fait beaucoup ça. Venir récupérer d'anciennes gloires un peu sur le retour pour en faire des créatures ou leur redonner une seconde vie un petit peu plus soit réaliste, soit naturaliste, comme on a pu le dire, dans le cinéma indépendant. Il y a eu l'exemple de The Last Showgirl, je ne sais pas si vous avez vu ce film qui est sorti dernièrement, avec Pamela Anderson, qui avait relancé un petit peu. Pamela Anderson, c'était un film d'une petite fille Coppola, Gia Coppola, voilà, qui relançait un petit peu Pamela Anderson. On pourrait en citer d'autres, parce que le cinéma indépendant a beaucoup tendance à faire ça en ce moment. Bon, Oui, je voulais dire, la nouvelle vague, ça s'inscrit aussi dans ce que vous dites. On reprend de l'ancien et on l'interprète ou on essaie de le comprendre. Voilà, vous avez dit que ce film n'a pas eu de succès. Peut-être par le nombre des spectateurs, mais il a eu le Lion d'argent. Oui, quand même, il a été reconnu. Et pour comprendre le film, je l'ai analysé un peu, ou cherché à analyser comme une dissertation matière, forme, esprit. La matière, les corps humains dans un état excessif. Et là, je me suis posé la question, j'avais 2 possibilités, ou un concert cet après-midi, ou ce film. Alors, mais je me suis laissée prendre par la forme. Ouais. La forme a été
maîtrisé par cette succession des combats. Donc il y avait un crescendo et la peur de voir un combat entre les deux amis, voilà, c'était un peu un point culminant. Et le pourquoi? Oui, parce que pour la matière, on peut s'imaginer, là c'était des corps, mais ça aurait pu être des peintres, des danseurs, des musiciens, un combat, l'envie de vouloir emporter la victoire, être le supérieur, le supérieur, et donc le pourquoi. Et ça, c'est intéressant. Il montre, le cinéaste, tout ce que fait notre héros, la réflexion, l'hésitation entre continuer ou bien mettre un arrêt, etc. Et c'est réjouissant ou satisfaisant. Ça vous a plu? Merci. Oui, mais non, mais alors c'est en effet une des choses que je trouve belle dans le film, c'est cette mise en scène qui est assez, comment dire, il y a beaucoup de plans, c'est assez découpé. Il y a des successions d'angles sur la situation. On passe d'un angle à l'autre comme ça bouge beaucoup. Et ça aurait pu être saccadé, hachuré, tout ce qu'on veut. Et en fait, c'est très fluide. Et je trouve qu'il arrive comme ça à bien gérer un récit qui est très classique. Je dis très classique dans le sens où ça a beaucoup été raconté, ces parcours-là. Et puis le parcours de Marc Keur, s'il est pionnier, il ne se distingue pas de beaucoup d'autres sportifs qui ont fait l'objet aussi de portraits comme ça au cinéma. Mais en effet, la question, c'est quel taux d'artificialité on peut faire rentrer dans son existence. Le corps est artificiel, le sport est... Enfin, c'est pas artificiel de se battre contre un adversaire, mais je dirais le décorum est artificiel, la richesse qui va avec est artificielle, ça crée une maison artificielle, jusqu'où on peut aller là-dedans? Et le film nous dit que, à un moment, l'existence se rebelle, l'existence revient et vient nous rappeler une forme de tristesse ou de creux ou de vide qui attire un peu vers le fond. Et je trouve que c'est assez beau, c'est pas si classique, voilà, de raconter ça. Mais quelque part, il y a un film dont on n'a pas parlé, mais qui est... Et ce serait un peu injuste de le comparer avec ça, parce que c'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est Raging Bull de Martin Scorsese, vous voyez, avec De Niro, qui joue le boxeur Jake LaMotta, et qui, à un moment, va... accepter de se coucher pour de l'argent, enfin pas pour de l'argent, mais pour pas trop faire perdre de l'argent aux mafieux du coin, et qui, à partir de là, à partir du jour où il se couche, ne gagne plus et ne gagnera plus, parce que quelque part la dépression est entrée dans sa vie, quoi. Voilà. Et il y a les mêmes scènes de dispute à la maison avec sa femme. Il y a tout ce... Et évidemment, c'est pour ça que je dis le film, là, celui-là, il a quelque chose de classique, parce qu'il ressemble beaucoup à cet imaginaire-là, mais il trouve autre chose il le met à jour de ce que c'est que la médiatisation aujourd'hui, les télés, les médias, tout ce bain d'images dont on est entouré. Et voilà, et c'est une dimension, je trouve, qu'il prend en charge, et il en fait quelque chose d'assez beau, parce qu'il y a zéro ironie. Il y a zéro ironie, c'est pas moqueur, c'est pas cynique. Et il embrasse vraiment le personnage jusque dans sa vulgarité, presque. Voilà. Mais par rapport à Raging Bull, le personnage de Jake LaMotta était franchement odieux, et le film le mettait en scène tel quel, en explorant cet aspect désagréable du personnage, voire intolérable. Et puis c'était, j'ai envie de dire, traité après sur le mode religieux ou christique, d'expiation, tout ce qu'on veut. Enfin, de toute façon, c'était Paul Schrader aussi qui l'a écrit, je crois. Et ce qui est marrant, c'est que là, je repense aussi à ce que tu as dit, on a un peu un schéma peut-être qui ressemble, parce que lui aussi est quand même souvent assez odieux avec sa femme, enfin voilà,
Et en fait, on n'a pas du tout le même débouché spirituel. En fait, finalement, il y a une prise de conscience à la fin où il accepte l'échec, mais il n'y a pas du tout de détour en fait par un questionnement existentiel ou une crise de cet ordre-là. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on a l'impression qu'il y a une certaine acceptation de peut-être du vide ou de quelque chose qui relève de l'existence, comme tu dis, en fait, où il faut accepter, mais c'est très bizarre parce que c'est complètement dénué de spiritualité ou c'est vrai, c'est vrai. Ou alors une spiritualité presque en carton, quoi. Dans ses discours, même les discours de Mark Kerr sont préfabriqués aussi. Dans ce qu'il dit aux médias, dans ce qu'il dit à la télé, c'est vraiment. Et il y a une espèce de. Je veux pas dire de platitude parce que ce serait une sorte de jugement, mais le film est très dans un aplat comme ça, hein, et c'est comme ça qu'il arrive à embrasser le sport, la vie de couple, plein de dimensions comme ça, parce que et c'est aussi lié, je pense, à l'usage du téléobjectif ou de ce filmage à une certaine distance. C'est qu'il ne va pas creuser du tout les profondeurs, le relief, etc. Mais il essaye de trouver un aplat d'images et que presque le film soit aussi lui-même qui participe de l'image, grosso modo, telle qu'elle règne dans ces années-là. Et c'est intéressant parce que c'est à la fois un projet cinématographique, narratif, mais plastique aussi. Hein, retrouver la sensation de ces shows, de ces émissions, de qu'est-ce que c'était. Alors, bien sûr, l'histoire du MMA, les prémices du MMA, qu'elles sont décrites là, mais aussi la bascule des années 90-2000 en ce que c'était aussi des images, un temps d'images, des images qu'on voyait à la télé, et que ressaisir la bascule d'une époque, c'est essayer de retrouver aussi la texture de ces images-là, cette espèce d'univers qu'on a tous croisé en zonant devant la télé à je ne sais quelle heure. On est tous tombés plus ou moins là-dessus, quoi. Juste une petite remarque encore, la dernière. Dans les scènes du couple, il y a une disproportion entre la force de l'homme et de la femme. Et quand il est en colère, il casse la porte et il ne la tape pas. Donc il y a en lui, je pense quand même, un fond humain qui permet qui après porte des fruits dans cet abandon, dans ce renoncement du sport très violent. Oui, il y a une douceur étonnante, mais c'est d'ailleurs le couple d'acteurs, ils sont très disparates aussi, hein, ils sont très. C'est un drôle de couple formé à l'écran entre Dwayne Johnson et Emily Blunt. C'est quand même. Oui, c'est vrai. Il a cette étrange douceur qu'on ne sait pas trop comment expliquer. C'est assez mystérieux. Est-ce que c'est une douceur surjouée et artificielle comme son personnage le voudrait, ou est-ce qu'il est vraiment sous ses airs de colosse indestructible? Une petite fleur frêle et fragile. Il pourrait y avoir plein de débats là-dessus. Mais ça fait partie, je trouve, du beau mystère du personnage. Moi, j'aimerais revenir sur votre concept un petit peu d'homme-image, auquel je ne suis pas sûr d'adhérer, ou en tout cas de suivre, en tout cas sur ce film. Parce que moi, j'ai plutôt l'impression que le film, souvent, il est en deçà des attentes qu'on pourrait avoir. Par exemple, comme vous avez dit d'ailleurs, la conflictualité qu'on attendrait entre des rivaux à ce niveau-là de la compétition, elle n'est pas très présente. C'est désamorcé, en fait. Ils s'entendent plutôt bien dans les coulisses avec l'entraîneur. Pareil, là on pourrait s'attendre à un peu, d'ailleurs c'est presque mis comme ça, comme une redite d'une scène un peu à la Rocky dans Entraînement, le montage dans Entraînement très clippé, très cuté.
on a du Sinatra, quoi, ce qui désamorce un peu le côté très testostéroné de cette relation, enfin de cette séquence-là. Même quand il parle à la presse ou les conférences de presse, il est assez calme, quoi. Enfin, je veux dire, on n'est pas sur du Conor McGregor pour ceux qui connaissent, ou même sur d'autres combattants qu'on a pu connaître, des Mike Tyson, des Mohamed Ali. Le film est quand même pas mal à ce côté en deçà de ce qu'on pourrait attendre et désamorce parfois souvent un peu la conflictualité ou en tout cas le spectaculaire qu'on pourrait voir. Je ne sais pas si c'est très clair, mais Oui. Vous mettez en tension, en tout cas, sa douceur, son côté prévenant, qui s'oppose à son image de colosse, et le fait que on pourrait l'appeler un homme-image ou un homme spectaculaire parce qu'il ne joue pas le rôle du surguerrier ou du... Voilà. C'est un petit peu ça le paradoxe. Ouais, c'est vrai que le film prend le contre-pied de la conflictualité de cet univers super viril qui est le sport de combat. Et que on s'attache à ce personnage, à ce héros, qui est hyper prévenant, d'une douceur, ou en tout cas qui essaye de faire régner en lui une forme de sérénité qui n'existe pas vraiment. On voit qu'elle est dérangée quand même malgré tout régulièrement, que ce soit en couple ou plus tard pendant les combats. Sa femme vient le rendre visite, et au Japon, la première fois là, pour le premier tournoi Pride, et c'est comme si elle n'existait pas presque à un moment. Hein. Il l'ignore, il est dans sa concentration, et ça réveille comme ça une gêne, une angoisse qui se déclare par la suite. Mais et en effet, on l'avait un peu évoqué, les adversaires sont plutôt comme des partenaires. C'est même avec le Russe, même avec, il n'y a pas, la façon dont Benny Safdie met ça en scène, c'est un peu des gens qui se connaissent, c'est un même milieu, et c'est des performeurs, quoi, grosso modo, qui se saluent avant les matchs, qui se connaissent dans les coulisses, etc. Et notamment avec Coleman, qui est à la fois son entraîneur, son manager aussi. Et à la fin, il devient un adversaire, mais ça reste un ami. Et plus généralement, le film gomme un peu cette conflictualité. Je dis juste ça. Et c'est, par exemple, un truc qui aurait pu être un peu... ramener de la violence, ramener de l'explicite comme ça c'est la désintoxication. Or, c'est une ellipse, la scène de désintoxication. On le voit juste avec ses bagages sortir de la clinique. Et voilà. Et là, le film aurait pu amener une forme d'âpreté ou de dureté ou de crise, quoi, mais il le fait pas du tout. Et donc, je pense que c'est un vrai projet que de gommer ça, que de gommer ce virilisme pour essayer de creuser autre chose. Mais je pense que ça, c'est vraiment, oui, c'est volontaire en tout cas. Ah oui, moi j'ai beaucoup aimé ça. Enfin, je veux dire, des scènes de désintox, on en a vu des centaines. Donc, s'il n'y a pas d'idée novatrice à mettre en place à ce niveau-là, autant ne pas le faire, autant l'ellipser. Mais vous avez dit, par exemple, la fin du film avec, on sent qu'il pourrait y avoir une rivalité un peu avec Coleman. Ça aussi, c'est désamorcé. Ouais, totalement. Et donc, c'est pour ça que pour revenir un peu là-dessus, quand vous allez sur le côté, oui, au final, il vit un peu pour cette performance comme étant un pur produit de scène. Mais ça, moi, en tout cas, j'ai pas le sentiment de l'avoir vu. D'ailleurs, il n'y a pas tant une espèce de dichotomie. Comme vous l'avez dit, le film est très aplani. Entre quand il est en public, quand il est en privé, moi, j'ai pas l'impression qu'il y a une espèce de grande cassure. Et qu'en privé, ce soit comme ça a été mentionné sur Raging Bull, une brute ou qui se contrôle pas. D'ailleurs, justement, sa compagne lui reproche cette espèce d'obsession du contrôle, quoi. Ouais, tout à fait.
Mais je pense pas qu'il y ait de cassure ou de brisure entre le ring et la vie privée. Au contraire, je trouve qu'il y a cette fluidité de la mise en scène, ce flux qui rejoint tout, qui fait qu'il n'y a pas vraiment de différence. Quand je parle d'homme-image ou d'existence spectaculaire, c'est pour définir un petit peu ce qui est hors norme dans le personnage. À la fois sa corporalité saillante, qui est en soi une image, puisque être aussi musclé, c'est de la visibilité en plus, c'est d'être remarqué, d'être perçu comme ayant des dimensions extraordinaires. Donc c'est ce qu'on appelle la gonflette, grosso modo. Ça ne veut pas dire que ça ne demande pas du travail et de l'entraînement et tout, mais c'est de l'artifice. Ouais, c'est de l'artifice. Tout comme la scène, le ring, les lumières, les places des spectateurs, c'est un univers de spectacle. Même les coulisses, les interviews avec la presse japonaise, les conférences de presse avec les organisateurs qui expliquent ceci, cela, tout ça participe d'un environnement et d'un univers entièrement spectaculaire qui, pour moi, se répercute aussi dans l'intime, dans la famille, dans le couple. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a une sorte d'artifice qui est partout, permanent. C'est une existence quasi artificielle, en fait. C'est ça que je dis en tant qu'homme-image. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas une personnalité ou qu'il n'a pas des affects et sa douceur, ça pose des questions et tout. Mais je me dis, c'est quoi l'extériorité de ce monde de la MMA? Il n'y en a pas vraiment, en fait. On est quand même dans un petit circuit comme ça qui est très axé sur le spectacle, quoi, c'est dans ce sens-là que je parle d'homme-image, parce que tout dans sa vie, la façon dont il fabrique son corps, la façon dont il se prépare pour combattre, est tourné vers une représentation, quoi. Voilà, écoutez, on a bien discuté, et merci pour toutes vos prises de parole et vos interventions. Et puis on se retrouve bientôt. Oui, on te retrouve après les fêtes, donc en janvier, où on vous proposera donc le dernier film de Abdelatif Kechiche, Mektoub My Love, Kanto Doué. Voilà. Si vous pouvez voir le 1 avant, c'est bien. Si vous ne l'avez pas vu, ça n'est pas grave du tout. Voilà. Et de toute façon, il y en avait un entre les deux, mais personne n'a vu. Ah ça c'est... Bon, moi je l'ai vu. Hein. Oui, moi, je vous en parlerai la prochaine fois. Venez, et puis on parlera de tout ça. Merci Mathieu. Bonne fin de journée, et à bientôt.